Eh bien, bonjour à tous. Sur le stand Village de l'innovation SBLM, je suis très heureux de vous accueillir avec mes amis et associés Arnaud Grasset et Jean-Marie Duvivier. Alors, nous allons commencer donc par la première table ronde. Et la première table ronde me fait chaud au cœur parce qu'elle va être animée par un ami de longue date, Alain Peuveau, qui depuis 35-40 ans travaille avec moi, en tout cas a démarré avec moi du temps d'Architrion. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir Alain ici aujourd'hui puisqu'il est très connu dans le marché. Alors aujourd'hui, nous allons avoir donc Alain qui va faire le modérateur. Nous allons avoir aussi Gwenaël Carfentan de Sétur, Rémi Montorio de Métropole de Lille et Alice Chouniet. Et bien sûr, le thème, ça va être le territoire. Et je vais laisser Alain en parler plus longuement. Oui, bonjour à tous. Merci Dominique pour ton invitation. Oui, en effet, donc aujourd'hui, on va démarrer avec la première table ronde sur 18 qui vont se succéder pendant toute la durée de ce World sur le stand SBLM. Et la table ronde s'intitule Nos territoires aménagés, des solutions pour y parvenir. On va pouvoir les découvrir avec... alors, je reprends un petit peu les présentations avec Gwenaël Carfentan, donc, qui est fondatrice et présidente de Sétur et sa filiale numérique KLC, éditrice de SyncCity Urban Sync Platform, qui est un outil numérique d'évaluation instantanée de la décarbonation des sites et territoires. Alice Chouniet, qui est fondatrice et présidente de Géosophie, qui est spécialiste de la géoénergie et qui est cette spécialité soutenue par une plateforme numérique SaaS. Et enfin, donc Rémi Montorio, chef, alors qui va représenter les collectivités territoriales pour un retour d'expérience. Il est chef de l'équipe expertise BIM à la métropole européenne de Lille. Alors un petit mot pour introduire cette conférence. La ville porte l'ambition d'être l'espace précurseur des nouvelles pratiques en matière d'aménagement du territoire, notamment au regard des projets environnementaux et sociaux. Si la décarbonation des territoires et la sobriété en termes de ressources et d'usage sont des axes indispensables à suivre pour cette transformation, ils doivent absolument être soutenus par des solutions technologiques et numériques innovantes. Donc pour en parler ce matin, je vais donner la parole en premier à Gwenaël, qui depuis 4 décennies, je crois, avec le bureau d'études Sétur, propose son expertise sur les problématiques d'aménagement du territoire. Donc vous vous positionnez aujourd'hui, Gwenaël, comme assembleur de solutions pour la ville intelligente de demain. Comment cela se concrétise-t-il ? Alors bonjour à tous, merci Alain et à Dominique pour cette invitation matinale. Eh bien oui, en fait, ça fait presque 40 ans que Sétur existe et en 2016, on a enclenché un processus de réflexion grâce au numérique. Et on s'est dit que, parce que évidemment, une partie de notre métier, c'est de gérer de la data, en tant que bureau d'études et maître d'œuvre finalement des projets urbains, des projets de zones d'activité. On fait de l'urbanisation. Et du coup, de fil en aiguille, grâce au pôle, on appelle ça un pôle de compétitivité images et réseaux, je me suis lancée dans la partie numérique et j'ai ainsi créé Urban Sync Platform, qui est du coup la première plateforme de solutions digitales d'aide à la décision pour justement la décarbonation et la résilience des territoires. Donc en fait, c'est un outil c'est une plateforme qui développe en fait deux applications. Celle dont je vais le plus vous parler, c'est celle de SyncCity parce que c'est de la géodécision territoriale. C'est justement pour ménager les territoires, n'est-ce pas Alain ? Eh bien, il faut se mettre en format résilience, mais la résilience, ça veut dire quoi ? Et comment on la suit ? Donc pour la suivre, il faut la mesurer. Donc pour la mesurer, il faut l'évaluer. Et du coup, il faut des indicateurs. Et donc voilà, c'est ça notre spécialité. Très bien, merci Gwenaël pour cette première introduction. Alice, c'est l'observation de la nature qui vous a amené à développer une solution d'énergie propre, renouvelable, locale et décarbonée, qu'est la géoénergie. Racontez-nous cela. Oui, alors la géoénergie, ça consiste effectivement à aller dans le sol, sous la terre, à quelques mètres, chercher la fraîcheur en été
et la chaleur en hiver. Donc là, vous parlez de nature, j'imagine que c'est aux animaux que vous pensez, effectivement, qui font des terriers pour récupérer cette fraîcheur en été, cette chaleur en hiver. Nous, on ne va pas vivre dans des terriers. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait circuler de l'eau à des profondeurs qui varient entre 5 mètres pour une maison individuelle jusqu'à 200 mètres pour un gros bâtiment. Et plus concrètement, donc ça permet de diminuer par 10 le bilan carbone, enfin les émissions de CO2 pour un bâtiment si on compare au gaz, et ça permet de diminuer les factures énergétiques par 5. Sauf que la plupart des propriétaires ne savent pas quel est leur potentiel. Donc ce qu'on a cherché à développer avec nos outils, c'est justement des outils d'aide à la décision très simples qui fonctionnent à partir de donner simplement une adresse et qui permettent de savoir très vite combien ça coûte et quel est le potentiel qu'on peut avoir pour un bâtiment donné. Merci beaucoup, une approche vraiment très intéressante. Rémi, alors on passe de l'autre côté de la barrière, là, puisque, si je puis dire, vous représentez une grande collectivité qui agit en qualité de maître d'ouvrage. Quelle est la vision globale stratégique de la métropole européenne des Lilles en termes de transition écologique, énergétique, mais aussi numérique? Alors, un vaste sujet. Donc, il y a l'AMEL a engagé donc, il y a 2 ans un plan climat, air, énergie, territoire, déjà qui structure toute sa réflexion sur la transition climatique. Et aujourd'hui, l'idée globale, on va dire, c'est de s'appuyer sur les technologies, les nouvelles techniques, le numérique pour accompagner cette transition et piloter cette transition. Derrière, on va avoir 2 échelles d'action assez logiques. Déjà, une action à l'échelle de notre patrimoine. Donc, on va essayer de rénover, d'étendre, de créer de nouveaux bâtiments les plus vertueux possibles. Donc, qui peuvent faire appel, par exemple, à la géothermie pour les 2 bâtiments les plus récents qu'on a pu concevoir et construire sur le territoire de la MEL. Pour nos agents, et aussi une stratégie finalement de diffusion des bonnes pratiques de rénovation. Donc ça va être finalement des pratiques d'isolation, des pratiques liées aux aspects d'énergie photovoltaïque, potentiellement de géothermie. Et l'enjeu pour la MEL finalement va être d'accompagner son territoire, donc à la fois de pouvoir dresser un état des lieux, mais aussi d'identifier les perspectives et leviers d'action présents sur ce territoire grâce notamment au numérique. Merci Rémi. Alors Alice, je reviens vers vous. Vous nous avez exposé les principes de la géoénergie. Pouvez-vous nous donner un exemple de mise en œuvre et quels en sont les principaux bénéfices? Enfin, que peut-on en retirer voilà. Alors là, j'ai en tête un bâtiment de Covea pour lequel on a finalisé l'installation. Donc, c'est un bâtiment de bureau de 15 000 m² et on va chercher à 50 mètres de l'eau. Donc, c'est un bâtiment parisien. On a fait 2 forages, un premier forage pour sortir l'eau, un deuxième forage pour la remettre. Et grâce à cette technologie, on couvre 60% des besoins et on a une baisse du bilan carbone de 400 tonnes par rapport à 400 tonnes annuelles par rapport au projet préalable. D'accord, vous avez d'autres bénéfices qu'apporte la géoénergie? Parce que je pense qu'il y a, en termes à la fois énergétiques, mais pas seulement. Alors, par rapport à la ressource en eau, etc., qu'est-ce que vous pouvez nous... Alors oui, en fait, le principal intérêt, ça reste énergétique pour diminuer... toute l'énergie qu'on va chercher dans le sol, c'est de l'énergie qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, c'est une énergie locale. Après, il y a plusieurs façons d'aller chercher cette énergie. Celle que je vous décrivais sur un cas concret, c'est dans le cas où on a une nappe phréatique. À ce moment-là, on fait un forage pour sortir l'eau, un autre pour la remettre. Mais il y a également des cas où il n'y a pas de nappe, où on n'a pas besoin d'aller chercher autant de puissance, par exemple pour un particulier, et dans ces cas-là, on va aller chercher des solutions en système qu'on appelle fermé, qui vont être des dispositifs qu'on met dans le sol, des échangeurs qu'on met dans le sol à différentes profondeurs. Tout à fait, d'accord. Il faudrait voir finalement un schéma pour, pour bien visualiser ça, mais de toute façon, on aura la possibilité de le diffuser. Oui, il y a un site. Oui, tout à fait, sur votre site. Gwenaël, prenez le micro. Alors, oui, il y a une petite présentation là de Think City Marketing Platform. Donc, c'est un outil qui participe de la Smart City. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement à l'écran? Alors oui, je voudrais bien, mais ça ne marche pas. Est-ce que... Voilà. Vous pourrez passer? Alors, merci de passer le... Est-ce que ça ne marche pas?
Ouais, vous pouvez. Désolée, il faudra couper. Encore, s'il vous plaît. Encore. Ça, c'était tout le début, ça. Allez-y, allez-y. On va passer à la, Allez-y encore. à la s'il partie vous plaît. présentation avec des captures d'écran, j'imagine, sur Voilà. la plateforme Urban Sync Ça peut Sync pas City. marcher, ça Voilà. Merci. Alors, encore un autre, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en fait, Sync City est un outil qui permet de suivre la décarbonation, puisqu'en fait, le but, c'est de faire parler la data. Alors, on parle de data, donc ça veut dire quoi la data? C'est la donnée numérique. Donc, c'est de la donnée qui existe. Parfois, elle n'existe pas encore. Donc, en fait, souvent, on se dit, ah oui, mais de toute manière, on n'a pas cette donnée. Donc, le premier cap à on va dire, passer, c'est d'identifier ces données par territoire et aussi par nature d'impact. Puisqu'en fait, l'enjeu de Sync City, c'est finalement comme faire une évaluation environnementale en ligne, instantanément, en temps réel et avec la connexion de toutes les données sur la biodiversité, sur l'aspect évidemment énergie-climat, sur l'aspect gestion de l'eau, gestion des déchets avec l'économie circulaire et la base INES, par exemple, pour les données carbone des matériaux. Il y a également toute la mobilité, tout ce qui est aspect transport, déplacement. Il y a également toute la partie aussi qui est peut-être un peu nouvelle pour la plupart des gens, c'est les démarches sociétales. Donc, en tout, on a 60 indicateurs et ces 60 indicateurs permettent en fait de connaître l'état de santé en temps réel. Donc, on puise aussi les informations dans l'open data, bien entendu. On se connecte au compteur Linky, par exemple, pour l'énergie. Donc, on a en temps réel, vous savez que les compteurs Linky, c'est ce qu'on appelle du temps réel, c'est 10 minutes, un pas de données toutes les 10 minutes de la journée d'hier. Donc, on a en fait du temps réel en permanence accessible. Même si vous restez 6 mois sans regarder, la donnée arrivera de toute manière et vous aurez votre évaluation environnementale territoriale en ligne. La particularité, c'est que toutes les données sont géolocalisées. Si on peut passer le slide suivant, s'il vous plaît, encore un petit peu. Voilà. Donc ça, ce sont les thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. S'il vous plaît, encore un petit peu. Voilà. C'est celui-là que j'aimerais bien vous montrer. Donc, c'est la 2D et la 3D. Donc là, on a des dashboards qui permettent de suivre en fait les données. Et on voit sur le côté droit. On peut passer en 3D et du coup, on a ce qu'on appelle un jumeau numérique. Hein. C'est là le lien avec le BIM, puisque nous, on fait la city, en fait. C'est-à-dire qu'on connecte la donnée bâtiment et on la replace dans la ville. Et finalement, on se retrouve avec un avatar complet de la ville, y compris rattaché non seulement les données du bâtiment, mais aussi les données de la ville. Et surtout, ça permet d'instruire d'une certaine façon et de mesurer cette résilience en la concrétisant et en la visualisant. Parce que sinon, c'est un peu abstrait de parler de résilience si on n'est pas capable de la mesurer. Encore le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce sont différents exemples avec des échelles, puisqu'en fait, on est ce qu'on appelle sur du multiscalaire. On peut gérer 61 communes. Par exemple, on travaille sur l'agglomération de Saint-Lô. Donc, il y a 61 communes. Donc, c'est un grand territoire. Mais on peut gérer aussi une petite ZAC, comme ici. Là, on se trouve dans la banlieue parisienne. Ou alors ici à Rennes, c'est un peu plus grand, là ça fait une centaine d'hectares. Ici on est à 300 hectares, donc sur un territoire plutôt agricole. Donc on passe de la ville à la préparation de la ville, hein, puisqu'on est aussi dans la thématique de la transformation de la ville sur elle-même. Hein. Vous savez qu'il y a 75% de la ville qui est déjà construite. Donc en fait, il faut repartir de la donnée existante et voir de quelle façon on peut encore améliorer la ville et justement activer cette résilience. Merci, on voit que c'est un outil très complet qui couvre, donc avec le CIM, City Information Modeling, tous les axes de l'aménagement du territoire, et on en a vraiment besoin aujourd'hui. Rémi, je reviens vers vous. Alors, vous nous avez expliqué la vision stratégique de l'AMEL. Est-ce qu'on peut avoir un focus aussi également sur peut-être un retour d'expérience terrain avec les outils que vous avez pu mettre en place et surtout, évidemment, les résultats qui ont été obtenus?
Alors aujourd'hui, il y a vraiment deux axes de travail finalement. Un axe plutôt sur la vision territoriale et la collecte de la data. On pourra parler un peu perspective jumeaux numérique plus tard. Donc on capitalise, on travaille sur la qualité de ces données, sur casser les silos qui peuvent exister très souvent sur les données des territoires, justement pour aller chercher des cas d'usage assez avancés. Et après, l'autre volet, c'est finalement l'aide à la décision, notamment à destination des élus, sur les grands programmes du mandat, donc de construction. Donc là, on va réfléchir plutôt à une échelle bâtiment, sur des choix finalement énergétiques, sur des analyses en cycle de vie, par exemple, du bâtiment, pour aller chercher finalement des bâtiments plus vertueux. Donc ça, plutôt à l'échelle du bâtiment. Donc on a par exemple notre siège actuel qui est le bâtiment Biotope qui a reçu plusieurs prix dans ce sens-là. Et également des démarches plutôt à l'échelle de la ville ou de territoire. Donc là, avec plusieurs démarches CIM qui sont conduites sur le territoire de Lille, où on essaie de faire du lien finalement entre nos démarches de collectivités et d'aménageurs du territoire avec finalement les échanges avec nos bailleurs sociaux, par exemple, qui vont développer des programmes immobiliers et du coup pas avoir simplement une réflexion énergétique, environnementale à l'échelle de l'espace public ou d'un bâtiment, mais de faire le lien et de réfléchir vraiment à l'échelle de quartier pour avoir une décision éclairée, on va dire, sur les programmes d'aménagement de la MEL. Merci. Oui, on voit bien à quel point il est important d'avoir déjà à la base une qualité et une intégrité de la donnée, et ensuite des outils aussi collaboratifs comme avec la démarche SIM, enfin les solutions SIM proposées par UrbanSync SimCities, et pour parvenir finalement à accomplir ce qu'on attend pour avoir un ménagement du territoire. Donc, je vous laisse la parole, Rémi, pour conclure, puisqu'on va donner un petit mot de conclusion à chacun d'entre vous. Donc, quelles sont les perspectives de la MEL pour aller plus loin, puis finalement dépasser peut-être les ambitions? Alors, j'ai fait un tout petit peu de teasing avant. Effectivement, l'idée, c'est vraiment d'avancer sur le concept de jumeaux numériques. Voilà, où on a des développements concrets en ce moment, en cherchant finalement des cas d'usage autour des données disponibles déjà sur le territoire, des cas d'usage croisés. Donc, ça va être des cas d'usage, par exemple, entre les thématiques de mobilité et d'aménagement. Comment je peux anticiper des besoins de mobilité en prenant en compte finalement les programmes d'aménagement et avoir une approche finalement actualisée de ces besoins finalement au fil du temps. Aujourd'hui, on fait des approches, voilà, tous les 5 ans, on va faire une grande étude, on va avoir un plan, mais du coup qui est jamais mis à jour, qui a vraiment pas d'évolution dans le temps. Donc ça peut être sur ces axes-là, ça peut être aussi sur des axes, on a une politique forte sur l'habitat, de stratégie de rénovation du territoire, parce que voilà, rénover, on est sur un parc de dizaines de milliers de logements sur 900 km² de territoire. Il y a vraiment une logique d'échelle, de massification des stratégies de rénovation, des stratégies finalement de consommation énergétique à les trouver. Donc ça peut passer par de la géothermie, par du solaire et par finalement tout un ensemble de solutions. Et l'idée, c'est aussi d'aller capter finalement ce flux de rénovation pour pouvoir à la fois orienter finalement des financements possibles de la métropole européenne de Lille sur le territoire, mais aussi finalement pouvoir piloter et envisager la trajectoire carbone du territoire et s'assurer finalement qu'on est dans les clous finalement des objectifs qu'on se donne à horizon 2030-2050, voilà, pour avoir des territoires zéro carbone dans l'idéal. Très bien, écoutez, en tout cas, je pense que l'expérience de la MEL pourra être reproduite vers pas mal d'autres collectivités pour massifier justement toutes ces opérations. Alice, alors, quelles sont les évolutions prévues pour Géosophie? Alors déjà, on peut parler de l'actualité de la géoénergie, puisque en fait, aujourd'hui, c'est 1% de notre chauffage et de rafraîchissement. Le potentiel est de 50%. Et l'État s'est récemment fixé un objectif d'atteindre 20% d'ici 15 ans. Donc on est dans une phase extrêmement forte de croissance. Et en fait, finalement, cette table ronde me donne quand même l'envie. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur des foncières. Et si on travaille avec des territoires maintenant, et si on changeait d'échelle, et si on était plus ambitieux globalement dans notre approche énergétique? Très bien, écoutez, c'est vrai qu'on vous suit pour le changement d'échelle. On attend tout ça. Et je vais laisser le mot de la fin à Gwenaëlle pour ce petit mot de conclusion. Merci.
Alors, effectivement, moi, je souligne effectivement l'idée d'Alice. Effectivement, je pense que c'est intéressant qu'on puisse travailler ensemble, peut-être demain, j'espère. En tout cas, pourquoi pas que cette table ronde nous donne l'occasion de continuer ça concrètement. Je voulais prendre un exemple parce qu'en fait, Urban Think Platform, au départ, on l'avait imaginé simplement pour la partie résilience, d'une façon, on va dire, un peu théorique. Et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait passer par les solutions très concrètes, traiter les cas d'usage. Et en fait, on en a traité un qui est sur celui de l'îlot urbain et de le rendre autonome en énergie. Et donc ça, c'est la deuxième application qu'on a développée qui s'appelle Atenergy et qui pour lequel nous a permis d'être retenu par la fondation Solar Impulse. Donc on fait partie des 1000 solutions internationales pour décarboner grâce au solaire. Et du coup, l'enjeu à l'échelle de l'aménagement urbain, eh bien, on démarre des actes là. Eh bien, c'est de travailler avec l'architecte pour voir où en fait trouver les bâtiments producteurs pour pouvoir alimenter les bâtiments qui se trouvent à côté. Et donc, en fait, cette simulation énergétique en amont permet à l'architecte de faire des bonnes organisations et d'introduire le mobilier solaire comme étant un vrai mobilier urbain. Donc, c'est une vraie modification du raisonnement de la conception et les élus sont extrêmement séduits parce qu'ils savent que derrière la donnée, du coup, elle sera produite, elle sera suivie et du coup, ça, au niveau du citoyen, ça donne aussi un vrai retour partage, si je puis dire, de l'intérêt d'accepter le voisin parce que on sait qu'on est en renouvellement urbain et ça va arriver, on peut pas continuer à grignoter sur l'espace agricole. Donc, utiliser finalement le cas d'usage sur les économies d'énergie pour mettre tout le monde d'accord entre le citoyen qui est déjà là et le citoyen qui va arriver et leur dire, grâce à cette combinaison urbaine de renouvellement, eh bien, vous allez tous les deux payer moins cher l'énergie grâce à l'îlot urbain autonome en énergie. Et ça, c'est fabuleux. Et c'est une vraie petite révolution intellectuelle aussi, y compris pour les urbanistes, les aménageurs, parce qu'ils n'ont encore jamais raisonné comme ça. Et là, on va démarrer une ZAC sur Rennes avec cet état d'esprit. Et donc, tout le monde est très, très motivé et emballé par l'expérience. Voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est vrai que c'est important de faire travailler tout le monde ensemble et de faire un changement. Il y a un changement aussi de pratique, que ce soit au travers avec les urbanistes, les écologues, etc. Et donc, juste, vous avez cité tout à l'heure Solar Impulse. J'aurais juste rappelé que Solar Impulse est un partenaire du stand de SBLM sur BIMWorld et je vais laisser Dominique. Ah, il y a une question de Dominique. Ah oui, très intéressant. Alors, premièrement, je suis très content que vous soyez là parce que les Hauts-de-France sont représentés. L'école des mines IMT Nord-Europe est là et un sponsor du village de l'innovation. Et nous avons récemment déposé un PIA 4, un programme d'investissement d'avenir sur la donnée. Et le sujet était données, territoire intelligent et durable. Alors, je pense que c'est tout à propos. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis content aussi, c'est que nous avons une tent aussi ici qui est sur le village de l'innovation, qui travaille depuis longtemps avec la MEL sur des sujets très stratégiques. Et en fait, je pense que vous avez tous intérêt, et c'est un peu l'initiative de SBLM, de faire en sorte que vous communiquiez entre vous, vous communiquez au niveau de la donnée, c'est le cas de le dire, et vous travaillez ensemble parce que nous sommes des petits entrepreneurs, nous ne sommes pas des grands groupes comme d'autres ici ont des grands stands. Et on pense que tout seul, on peut aller vite, mais qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et le génie français doit s'allier, à mon sens, pour réussir à percer d'abord en France et au niveau international. Merci de votre participation. Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Merci.